12 balados, 12 jours de conscientisation envers la violence faite aux femmes. Rejoignez-moi, Mylène Sauvé, dans ces podcasts spéciaux pour venir dénoncer une fois pour toutes la violence faite aux femmes. Épisode 6. Les signes de violence conjugale. Aujourd'hui, éclairer l'ombre et reconnaître les indices précieux de la violence conjugale. En illuminant les zones d'ombre, cet épisode vise à éduquer et à inspirer l'intervention. Créons ensemble un espace où la compréhension et l'empathie prévalent face à la violence faite aux femmes. Dans l'épisode du jour, on va identifier les signes précurseurs de la violence conjugale en essayant et en étant mieux informé sur le sujet. Vous allez pouvoir mieux intervenir, en tout cas c'est ce que je crois, auprès d'une proche qui est aux prises avec un être violent, contrôlant, pervers, narcissique et manipulateur. L'objectif de l'épisode du jour, c'est toujours dans le but d'éduquer. Cet épisode aujourd'hui va se pencher sur la reconnaissance des signes pour encourager l'intervention précoce qui pourrait aider à sauver une vie, car mon but, ça a toujours été de sauver une seule victime de son pire cauchemar et de la sauver avant que le meurtre survienne. Ça, c'est mon objectif ultime. Je vous raconte une histoire. Il était une fois une femme, une survivante, qui a traversé l'ombre pour émerger dans la lumière. Cette femme, c'est moi. Pendant des années, j'ai porté ce lourd fardeau d'une relation très toxique où chaque mot coupait plus profondément que la lame d'un couteau. J'ai été humiliée, traitée comme moins que rien. Les bleus sur ma peau pouvaient s'estomper avec le temps, mais des cicatrices invisibles sur mon cœur semblaient insurmontables. Les paroles cruelles s'insinuaient dans ma tête, créant un monde où je croyais que personne d'autre ne pourrait me comprendre sans jugement. Ça m'a fallu du temps, beaucoup de temps, pour comprendre que je n'étais pas seule, que je n'étais pas seule au combat. Le déclic, ça s'est produit
lorsque j'ai osé partager mon histoire dans un atelier de dévictimisation. Je vous cacherai pas, c'était effrayant. Mais ça l'a ouvert une porte vers mon mieux-être total et global. Je n'étais plus seule dans ce combat-là. Comme une guerrière, je me suis relevée un jour à la fois, une épreuve à la fois. Aujourd'hui, je me tiens ici, devant vous. Non, je ne suis plus une victime, mais je suis ici en tant que survivante et guerrière. Ma voix s'élève pour éduquer, inspirer l'empathie et encourager l'intervention précoce. Dans ces 12 jours contre la violence faite aux femmes, rappelons-nous que chaque histoire partagée, c'est une étincelle de lumière dans l'obscurité d'une victime. Une promesse de changement et d'espoir pour, je le souhaite, un avenir sans violence. Si jamais vous désirez en savoir un petit peu plus sur mon histoire, justement, je vous invite à aller visiter mon podcast Tout peut changer, la saison 2. Vous allez être au cœur de la violence conjugale et vous allez découvrir toute l'ampleur de ce que j'ai vécu. Alors, si vous voulez aller un peu plus en profondeur dans c'est quoi la violence conjugale au juste, les différents types de violence, les différents types de contrôle, c'est une bonne place pour commencer votre éducation à ce sujet-là. Alors, n'hésitez surtout pas à aller l'écouter. Maintenant, on va remettre des petites choses en question. On fait ça depuis le premier épisode. On va venir prendre une petite idée populaire qu'on va venir brasser un petit peu. Et puis, on va venir mettre ça en question avec mon petit grain de sel, comme que j'aime dire. Alors, aujourd'hui, mes petites remises en question. Ce que j'entends aussi régulièrement, c'est que les victimes de violences conjugales peuvent facilement reconnaître les signes avant-coureurs. Là, j'aimerais vous dire que c'est crucial de remettre en question cette idée selon laquelle les victimes peuvent aisément identifier les signes avant-coureurs de la violence conjugale dans laquelle qu'elles sont en ce moment. Souvent, ces petits signaux peuvent être très, mais vraiment très subtils. J'irais même jusqu'à dire insidieux et masqués par des comportements qu'on pourrait appeler de
manipulateur de la part de l'agresseur. Si on prend ma propre expérience, les premiers signes étaient complètement voilés derrière des gestes d'affection, mais d'affection excessif, puis des promesses de changement à la tonne. La manipulation psychologique, puis ça c'est important, là, ce que je vais vous dire là, écoutez attentivement. La manipulation psychologique, c'est une arme puissante dans le cycle de la violence conjugale. Elle peut brouiller des pistes, elle peut brouiller la perception de la victime. Les signes peuvent être rationalisés, même minimisés. Ou, d'un autre côté, ça peut être inversé pour sembler être des actes d'amour. Je vous le dis, l'être violent, contrôlant, pervers, narcissique, manipulateur est très doué pour faire ce genre de choses, de les inverser, là, des actes de violence, les inverser, puis dire que, dans le fond, il faisait ça par amour. Il excelle. Il excelle, c'est pas compliqué. Il excelle dans le domaine. C'est pour ça que c'est important d'éduquer le public sur cette complexité des signes avant-coureurs et de souligner que la victime peut souvent être piégée dans un état de confusion le plus total. On le serait à moins. C'est donc pour ça qu'en éclairant l'ombre et en identifiant des indices précieux, on peut contribuer à briser la méconnaissance entourant la reconnaissance des signes avant-coureurs de la violence conjugale. On va venir favoriser ainsi une intervention plus précoce sur un soutien accru pour les victimes. Dans le fond, comment qu'on peut venir aider, puis comment qu'on peut venir mieux contribuer, puis mieux reconnaître les signes, je vais vous enseigner quelques petites choses que vous devrez écouter attentivement pour pouvoir venir vraiment contribuer et être porteur de changement et d'être ce pilier-là que la victime a tant besoin. Alors, voici, pour le premier enseignement, les signes avant-coureurs, donc le plus flagrant, je dirais, serait le début de l'isolement et le contrôle sur à peu près tout ce que la pauvre victime est en train de faire. Je vais prendre mon exemple, ça va être plus facile comme ça de comprendre où je veux en venir. Pour ma part,
je parlais de moins en moins à mes amis et à ma famille. Parce que, dans le fond, à chaque fois que je leur parlais, un coup que j'avais terminé mon appel, là, j'avais un questionnaire, là, c'était pire que je sais pas trop quoi, là. Je me l'ai dit que c'était pire que le FBI, là. Mais, écoutez, c'était quelque chose, là. J'avais un de ces questionnaires de l'enfer à répondre de la part de mon agresseur. C'était affolant. Ça a été le début de l'isolement, petit à petit. Je m'en rendais pas compte. Ça se faisait vraiment subtilement. Puis c'est fait de façon tellement sournoise, je vous le dis, quand on s'en rend compte, il est trop tard. Un autre signe que avant-coureur, la victime va baisser les yeux vers le sol quand elle va aller, comme avec vous en public ou quoi que ce soit. Pourquoi qu'elle va faire ça? C'est parce qu'elle a honte dans un sens, puis en même temps, elle a peur de son agresseur. C'est pour ça qu'elle va baisser les yeux, parce qu'elle a peur. Si elle parle, qu'elle dit quelque chose de travers, elle sait que quand elle va revenir à la maison, elle peut se faire du mal par son agresseur. Donc, elle préfère regarder vers le sol. Pour elle, c'est sa façon à elle de se protéger. Un autre signe avant-coureur, c'est que le partenaire violent, il va commencer à rabaisser sa copine. Mais vraiment, plus qu'à l'habitude, puis même, il pourrait même le faire à l'occasion en public. Ça peut arriver. Un autre signe avant-coureur, son comportement, en plus des yeux qui baissent, son comportement va commencer à changer peu à peu. Un autre signe, c'est que son habillement peut aussi changer. Je vous donne un exemple de ça. Il y a une personne que je connais qui était avec un conjoint contrôlant. C'était l'été et elle ne pouvait pas sortir en short et en t-shirt. Elle devait être habillée en plein été avec un col roulé et des pantalons parce qu'elle lui appartenait. Parce qu'il n'y avait pas d'autre homme que lui qui pouvait mettre les yeux sur lui. Vous voyez, ça se passe même ici au Québec. Autre chose, un dernier signe avant-coureur, parfois, ça pourrait, pour la victime, elle va voir que son partenaire y est très jaloux et très possessif. Puis, elle va s'en rendre compte, mais c'est ça, juste s'en rendre compte, mais puis si jamais la victime, elle s'en rend compte, puis qu'elle dit certaines craintes par rapport à ça, et pense peut-être que son partenaire serait infidèle, mais le partenaire violent va remettre
la pauvre victime va tout remettre ça en doute, puis il va la culpabiliser. Et c'est ça, il va tout faire pour dire que lui, c'est pas lui qui est dans le tort, que c'est elle qui s'imagine des choses, puis que c'est elle, au contraire, que si, exemple, il pourrait dire, comme qu'il me dit, moi, mon ex, tu m'accuses d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Habituellement, c'est ceux qui accusent qui sont les coupables. Et j'ai dit, ben non, là, c'est pas moi la coupable. Donc, c'est très, très, très sournois, tout ça. Donc, ça serait des signes avant-coureurs. Et maintenant, peut-être que vous allez me demander, je vous vois venir avec votre question, mais Mylène, comment que je pourrais soutenir une victime de la violence conjugale si jamais j'en suis témoin? Je vais vous donner quelques pistes de qu'est-ce que vous pourriez faire pour pouvoir lui venir en aide sans la mettre, elle, en danger. Première chose à faire, ce serait de tenter de comprendre ses peurs, ses doutes, sa culpabilité ou même sa honte. Puis, en comprenant ça, peut-être que là, vous allez comprendre un peu mieux c'est quoi l'effet que le cycle de la violence a sur elle, plutôt que de la blâmer ou de la juger. Vous pourriez aussi essayer de rompre son isolement, puis la maintenir en contact avec vous, en gardant un lien avec elle. Même si l'agresseur, il fait tout pour l'isoler, essayez, tant bien que mal, de garder un certain contact avec elle. Puis en ouvrant le dialogue sur la perception qu'elle a de la situation. Puis si elle vous donne une opinion par rapport à ça, ben, il ne faudrait pas parler contre l'agresseur ou juger ce qu'elle vous dit. Autre point, vous devez rester centré sur elle, sans jamais, au grand jamais, prendre de décision à sa place. Le mieux, c'est de l'informer et de l'aider à trouver les différentes ressources si elle le demande. Si jamais vous êtes témoin d'une scène de violence et que vous craignez pour la sécurité de cette victime, mieux vaut contacter la police. Eux, ils vont savoir quoi faire le cas échéant. Autre chose comment qu'on peut apporter concrètement un changement. Je vais vous donner quelques pistes ici, comment que vous pourriez dire à une victime de violence conjugale quand que vous voulez lui venir en aide, toujours dans le but de vouloir l'aider. Je vais vous donner quelques pistes de solutions, des petites phrases que vous pourriez lui dire pour la soutenir. Donc, première chose que vous pourriez lui dire, c'est « je te crois ». N'oubliez pas, on est toujours dans l'empathie.
Autre chose que vous pourriez lui dire, une autre petite phrase, tu as bien fait de m'en parler. Ensuite, vous pourriez aussi lui dire, peu importe la situation, ton partenaire n'aurait pas dû agir ainsi envers toi. Autre chose que vous pourriez également lui mentionner, j'ai confiance en ton jugement. Tu prends les meilleures décisions possibles dans le contexte. Parce que des fois, elle peut penser qu'elle prend les mauvaises décisions. Mais là, au moment où est-ce qu'elle est là, en train de le vivre, la victime, quand elle va prendre des décisions, va les prendre en matière de survie. Je vous le dis, c'est souvent le cas. C'est rendu que c'est une survie. Et c'est pour ça que la victime va prendre une décision et pas pour quelque chose d'autre. C'est pour sa survie à elle. Donc, faut l'encourager puis dire que c'est pour ça qu'on dit dans le contexte actuel parce que on ne sait pas dans quel état d'esprit elle est, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive derrière les portes closes. Donc, c'est important de la laisser prendre la décision et croyez-moi, elle va prendre la meilleure, mais il faut juste lui rappeler qu'elle est en mesure de la prendre, qu'à l'intérieur de elle, à quelque part en elle, elle a cet outil-là de pouvoir trouver la meilleure décision possible dans le contexte actuel dans lequel elle est prise carrément au piège. Et une dernière chose que vous pourriez lui mentionner, c'est tu as le droit de prendre ton temps pour prendre la meilleure décision pour assurer ta sécurité et celle de tes enfants, le cas échéant. Donc, vous voyez, c'est des petites phrases, des petits trucs ici que je vous donne, des pistes de solutions qui pourraient aider grandement une victime de la violence conjugale. Et faites-vous-en pas si vous trouvez que c'est long avant qu'elle décide de sortir. Comme on dit, chacun y va de son propre rythme. Il ne faut pas brusquer les choses. De par mon expérience personnelle, quand j'ai voulu brusquer des événements, je me suis plantée royalement. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de lui parler et de lui dire que oui, elle est bonne et qu'elle va prendre des meilleures décisions possibles pour elle en ce moment. De le faire rappeler à une victime qu'elle est en mesure de prendre une décision et de prendre une bonne décision, c'est très valorisant pour une victime, je dois le dire. Comme je l'ai déjà mentionné, peut-être que vous allez penser qu'elle n'a pas compris le message. Croyez-en, mon expérience personnelle. Le message rentre
dans notre tête. Je peux vous le garantir. Ça rentre là, dans une petite case. Elle n'est pas fermée à clé. Et cette petite case-là est jamais loin quand c'est le temps de sortir et quand c'est le temps de trouver les bonnes personnes pour nous aider. Et croyez-moi, et croyez-en mon expérience, parce que je l'ai vécu, le jour qu'elle va décider de sortir de là, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose, on dirait que les événements se placent et tout se met en branle pour la sortie vers la lumière de la victime. Maintenant, on va passer à une autre section, un autre segment de mon podcast du jour. On va venir regarder un petit peu comme nos chiffres, nos fameux chiffres, des faits, des chiffres qui démontrent que la violence conjugale est encore toujours présente dans nos vies. Alors, selon Statistique Canada, au cours des 5 dernières années, on a recensé des formes de violence. Et puis, dans le fond, j'ai les types de violence avec le pourcentage en statistique. Donc, pour les victimes qui ont été dans un contexte de violence conjugale, ceux qui ont été agressés sexuellement est de 16,9%, qui ont été menacés ou qu'on a utilisé une arme à feu ou un couteau pour exiger un contrôle extrême, le pourcentage est de 4,9%. Pour ce qui est des personnes qui ont été étranglées, on a un taux de 14,1%. Pour ceux qui se sont fait battre, 12,4%. Ceux qui ont été frappés avec un objet dans le but très précis de blesser, c'est 17,9%. Qui ont reçu que le type de violence a été ils ont donné des coups de pied, mordre et même frapper, c'est à la hauteur de 17,7%. Et pour celles qui ont reçu des menaces d'être frappées avec un poing, 51,4%. Et si on regarde dans les formes de violence qui sont considérées les plus graves, donc battre, étrangler, menacer d'utiliser ou utiliser une arme à feu ou un couteau ou agresser sexuellement, c'est 32,4%. Pour ce qui est d'avoir été poussé, empoigné, bousculé, giflé, c'est 39,8%. Ici, j'ai mentionné les formes les plus graves de violence. Sachez que chacun des types de violence n'est pas acceptable. Chacun des types de violence n'est pas acceptable. Un point, c'est tout. Il n'y a pas un qui est pire que l'autre. Ça commence graduel. Ils disent plus grave parce que dans le fond, comme je le dis, la violence conjugale, c'est comme
un escalier. Ça monte tranquillement, pas vite, on commence avec la violence verbale, la violence psychologique. Ensuite de ça, on va avoir la violence physique, la violence envers les objets, la violence sexuelle pour arriver plus loin avec l'homicide / féminicide et finalement, qui vient au même niveau, dans le fond, c'est le suicide. Donc, c'est ça, comme je dis, il y a une escalade de la violence conjugale. C'est pour ça qu'ils disent dans les plus graves, parce que là, plus que ça va, plus que ça monte dans l'échelle de la violence. Alors, si jamais vous désirez en apprendre davantage sur les différents types de violences conjugales, que vous aimeriez comprendre un peu plus la dynamique, si je peux dire ça comme ça, de la violence faite aux femmes, je vous invite à aller écouter mon podcast pour le plaisir, pas vrai, pas pour le plaisir de partir. Ça, c'était mon premier podcast que j'ai fait il y a plusieurs années. Ça, c'était le premier de tout que j'ai fait. Là, ceux-là, c'est tout peut changer. Il suffit d'y croire. Un podcast qui porte sur la violence conjugale et est là pour dénoncer cette violence, pour dénoncer ces êtres pervers, narcissiques, manipulateurs, contrôlants et violents. Si vous désirez en savoir davantage à ce sujet, je vous invite vraiment à aller écouter la saison 2 de Tout peut changer. Dans le fond, la saison 2, c'est au cœur de la violence conjugale. Ceci dit, êtes-vous prête à passer à l'action? Hein? Dans le fond, je vous invite à être un soutien solide. Si vous connaissez quelqu'un qui vit une relation abusive, offrez-lui votre soutien, votre empathie. Je vous invite à, tant bien que mal, à rompre son isolement en maintenant un lien et l'encourager à partager ses préoccupations sans jugement. Soyez là pour elle. Surtout, sans jamais parler contre l'agresseur. Votre présence peut faire la différence. Comme je disais, peut-être que ça ne paraîtra pas au début, mais vous verrez, avec le temps, elle va s'en souvenir que vous êtes là pour elle. Je vous inviterai à partager votre belle lumière. Je vous invite à partager cet épisode avec au moins 3 personnes de votre entourage. Parce que pour moi, l'éducation sur les signes avant-coureurs de la violence conjugale peut commencer par une conversation. Si jamais vous en êtes victime, c'est là que je vous invite à vous mettre dans la lumière et de vous aussi venir raconter votre histoire, votre vécu.
votre histoire de résilience. Ensemble, créons un réseau de soutien et d'empathie. Sur ces mots, je désire vous remercier vraiment de m'écouter encore une fois aujourd'hui. Merci de me suivre dans ces podcasts pour les 12 jours de conscientisation contre la violence faite aux femmes. Je suis excessivement reconnaissante du soutien que vous me portez jour après jour. Si jamais vous désirez me soutenir dans ma lutte contre la violence faite aux femmes, je vous invite à aller vous procurer mon livre « La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté ». Les frais de 17 $ sont demandés. 1 $ va être remis à l'Ombrelle, un centre pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, à chaque livre que vous allez vous procurer, 1 $ automatique va leur être transmis. Également, assurez-vous de bien remplir le formulaire pour pouvoir recevoir votre copie papier dédicacée. Encore une fois, merci énormément de votre écoute. J'en suis et j'en serai éternellement reconnaissante. Merci d'avoir, tout comme moi, cette cause à cœur. Demain, dans mon épisode, on va aller regarder ce qui se cache dans les mythes qui entourent la violence faite aux femmes. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et on se reparle demain pour un nouvel épisode de mes 12 jours de conscientisation contre la violence faite aux femmes.